Good Morning Business, le grand entretien. 8h18, on poursuit notre matinée spéciale intelligence artificielle et on remercie tous les plus grands experts de l'IA d'avoir répondu à l'appel, notamment avec vous, Anne Bouvreau. Vous êtes présidente du comité interministériel dédié à l'intelligence artificielle générative. Vous êtes présidente également du conseil d'administration de l'École normale supérieure. Évidemment, on a passé tous un week-end incroyable. Ça a commencé le vendredi avec le limogeage surprise de Sam Altman à la tête de ChatGPT. Ça s'est poursuivi avec quand même, c'était un bon hasard de calendrier, la création d'une IA française, on l'espère, Kyutai, avec notamment les milliardaires Saadé et Niel et aussi Eric Schmidt, l'ancien patron de Google. Voilà. Vous attendiez un week-end aussi mouvementé ? Non. Non, mais en même temps, dans le monde de l'IA, c'est vrai que les transformations vont à une vitesse incroyable. C'est d'une rapidité incroyable. ChatGPT a été lancé il n'y a même pas un an, le 30 novembre dernier. Donc c'est sûr qu'il y a des annonces tous les jours. Et d'ailleurs, les spécialistes de l'IA nous disent parfois ça va plus vite qu'ils ne le pensaient eux-mêmes et qu'ils sont même dépassés eux-mêmes par l'accélération des process. Ah, c'est vrai que ça va très très vite et c'est sûr que c'est pour ça qu'il faut réfléchir au développement d'une IA responsable parce que ça va très vite pour les spécialistes mais ça va encore plus vite pour les personnes qui vont être impactées du côté travail, du côté sociétal et donc c'est important, c'est une des choses qu'on fait dans la commission IA donc je co-préside avec Philippe Aghion, il faut rendre à tout seigneur tout honneur et on est mobilisé effectivement pour un rapport au mois de mars et on travaille d'arrache-pied sur ce sujet. Justement, il semble qu'au sein d'OpenAI, ce qui est posé problème, c'est la vision du développement de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut aller vite, faire une pause? Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Ce sont apparemment ces questions-là qui ont poussé à ce limogeage. Est-ce que pour vous, à un moment donné, c'est une bonne chose d'avoir viré Sam Altman ou est-ce que ça refragilise tout un écosystème ? Alors écoutez, d'abord je ne vais pas faire de commentaires sur les personnes, mais bien sûr je suis de très près ce qui se passe à OpenAI. Moi ce qui me semble c'est qu'ils ont aussi une structure de gouvernance très particulière. Ouais. En fait, OpenAI a été créé il y a pas longtemps, en 2015, comme une organisation à but non lucratif. Et donc les premières années, leur objectif a toujours été de développer une IA générative. En open source, oui. Pas en open source, non, justement, enfin peut-être au début. Oui, au début. Mais ensuite, de plus en plus, ils se sont rendus compte, pas tellement à cause de problèmes de philosophie, mais ils se sont rendus compte que ça coûte très cher, l'entraînement des modèles. Donc ils ont, en non lucratif, en non-profit, réussi à lever 100 millions de dollars à peu près en 3 ans. Donc on voit que les chiffres dont on parle en France sont pas ridicules, mais au bout de 3 ans, ça suffisait pas. Et donc c'est là qu'ils sont allés chercher ce partenariat avec Microsoft. Qui a apporté 15 milliards, je crois. Oui, alors en plusieurs fois, la première fois 1 milliard, et puis après, effectivement, plus de 10 milliards, pour de la capacité de calcul, de la puissance et ça a créé une structure à but commercial sous cette gouvernance à but complètement non lucratif et le conseil d'administration n'a pas changé. Ce sont restés les mêmes personnes qui étaient là au début et c'est un peu ça qui est à la source de cette tension. Mais justement Anne Bouvreau, je me suis posé la question tout le week-end, est-ce que Sam Altman il est différent de tous les autres dans l'IA? Est-ce que c'est un génie? Est-ce que c'est le Steve Jobs de l'informatique? Et que donc effectivement, est-ce que son départ peut-être qu'il va créer d'autres boîtes, sans doute même, est-ce que ça change effectivement, comme le disait Laure, la donne parce que c'est pas n'importe qui? Alors c'est au-delà des personnes, encore une fois, je pense qu'il faut mieux essayer de ne pas commenter trop sur les personnes, mais il y a une des spécificités dans ces startups d'IA, c'est qu'en fait c'est un petit nombre de personnes. C'est ça. Si on regarde, vous aviez Lighton un peu avant, on a Mistral aussi en France, c'est quelques petites dizaines de personnes. Anthropic c'est 160 personnes, OpenAI c'est 700 personnes. Donc en fait avec quelques personnes et là un des sujets, c'est qu'il y a beaucoup de gens d'OpenAI qui disent moi je vais partir et je vais aller avec Sam Altman. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un risque effectivement parce qu'il risque de recréer quelque chose. Justement, on a notre ministre du numérique Jean-Noël Barrot qui a dit écoutez, venez en France, Sam Altman. Mais est-ce que c'est possible? Vous disiez les montants ne sont pas ridicules. Vous faites allusion à Kyutai qui a été créé vendredi soir, 300 millions d'euros. Le montant n'est pas ridicule pour dire la France est dans la compétition de l'intelligence artificielle.
Absolument. Alors c'est une excellente nouvelle, ce lancement de QTI. J'y étais vendredi. C'est sûr que ce sont des montants importants. La plus grande partie de ces montants, c'est pour du côté accès à du calcul, etc. Mais c'est un certain nombre de chercheurs et d'ingénieurs. Et là-dessus, en France, on a vraiment beaucoup d'atouts. On a une formation dans l'enseignement supérieur et de la recherche qui est très bonne en IA. Les personnes de QTI, les personnes des différentes startups ont été formées aux écoles normales supérieures, de la rue d'Ulm, de Saclay, à l'école polytechnique, dans les grandes écoles, dans les universités françaises, dans les clusters IA. On a vraiment des gens qui sont de très grande qualité. Le plus connu, c'est Yann Lequin, parce qu'il a reçu le prix Turing en 2018, le plus grand prix dans le domaine. Mais on a vraiment une capacité au niveau des talents qui est importante. Et maintenant, avec QTI, on a aussi des capacités de financement, ce qui est très bien. Anne Bouvreau, donc vous êtes coprésidente de ce comité interministériel dédié à l'IA qui va rendre son rapport en mars. Vous êtes dans quel camp? Parce que dans tous les spécialistes qu'on reçoit, il y a ceux qui disent il faut aller de l'avant, de toute façon on ne pourra pas ralentir ce process, et ceux qui disent en fait j'ai peur parce que à un moment donné l'IA oui est capable peut-être de gérer et de dépasser l'être humain dans certains domaines, et puis de poursuivre sans l'être humain. C'est quoi votre sentiment personnel là-dessus, vous ? Alors moi, j'essaye peut-être d'être dans une position un peu d'équilibre. Je pense que d'une part, on avance, ça avancera, qu'on le souhaite ou non. Et puis je pense que ça peut apporter beaucoup de bénéfices. Donc je suis pour une innovation, mais je suis pour une innovation responsable et mesurée, parce que si on ne fait pas attention, il y a un certain nombre de risques. J'ai cofondé en 2018 une fondation sur un développement responsable de l'IA. Et je pense qu'il faut aussi regarder les risques. Il y en a un certain nombre. Je ne sais pas, je peux vous en citer 3 par exemple. On peut penser au risque de désinformation. Par exemple, pour la campagne en Argentine, là, les 2 camps ont utilisé l'intelligence artificielle. Bon, bah, ça, c'est des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse. On peut penser au risque de biais et de discrimination. Et c'est vrai aussi que toutes ces équipes de start-up, de labos de recherche, sont très majoritairement masculines. Et à minima, il y a un risque d'angle mort. Donc, il y a ce côté biais et discrimination. Et puis, il y a tout l'impact sur le monde du travail. Parce que ça fait des transformations vraiment très, très larges et puis très, très rapides. Et donc, je pense sur tous ces domaines-là, il faut vraiment qu'on... Mais comment on lutte sans ralentir ? C'est-à-dire que comment on fait pour justement éviter ces 3 écueils qui sont quand même fondamentaux, sans dire on arrête un peu la recherche parce qu'en fait on n'a pas d'autre solution? Eh bien alors je pense que d'une part il faut accélérer la recherche sur les impacts de l'IA. Donc il y a la recherche en IA, comment je développe des nouveaux modèles, et puis il y a la recherche sur ça veut dire quoi sur le monde du travail, ça veut dire quoi sur l'enseignement et l'éducation, ça veut dire quoi sur la santé. Donc il faut plus de recherche dans ce domaine. Ça c'est de la sociologie. Et c'est de la sociologie sur l'IA. Et d'ailleurs on a une annonce qui arrive bientôt dans quelques semaines sur ce sujet. Et puis je pense une annonce sur quoi? Sur de la réglementation? Sur de l'IA responsable. Moi je peux pas vous en dire plus. Ah bah vous reviendrez. Mais, avec plaisir. Mais alors justement parce que et puis de la formation. Justement, Sam Altman, il disait, il y avait peut-être prise de bec avec les autorités européennes qui veulent réglementer pour des bonnes raisons que vous avez avancées. Et Sam Altman, il dit, il faut pas faire ça parce que ça va nous contraindre à moins innover. Et au fond, d'autres innoveront, les Chinois, je sais pas, on trouve les ennemis qu'on veut, les Iraniens, ce que vous voulez. Vous entendez cet argument quand même? Bien sûr, alors j'entends complètement. Je vous ai parlé d'IA responsable, je vous ai parlé de formation, de recherche. Je pense qu'il y a un effort de formation majeur à faire en France et partout. Il faut répondre à ces peurs, il faut répondre à ces risques qui sont réels. Il n'y a pas que la régulation pour y répondre. Donc d'une part, il y a beaucoup de... Il faut essayer. Il y a une étude, vous aviez Sylvain Duranton, il y a une étude du BCG, mais toutes les études montrent ça. Plus on essaye, moins on a peur. Ça ne veut pas dire que quand on essaye, on n'a plus peur du tout, mais plus on essaye, moins on a peur. Et puis après, il y a des domaines sur lesquels il faut réguler. Et ce qu'il faut, c'est réguler en faisant attention à ne pas pénaliser l'innovation. Donc il faut réduire les risques et permettre l'innovation. C'est cet équilibre qui est toujours délicat, bien sûr. Il y a la question de la confiance également dans l'intelligence artificielle. On était avec Lighton ce matin qui nous disait qu'ils arrivaient à développer un modèle où l'intelligence artificielle dit quand elle hallucine, elle dit qu'elle ne sait pas. Ça permet à l'intelligence artificielle de rassurer.
Oui, je suis d'accord. Alors la confiance, c'est extrêmement important. Et un des risques, je vous en ai parlé d'un certain nombre, mais un des risques, c'est que les humains aient trop confiance en l'IA. C'est qu'on voit quelque chose qui est généré par ChatGPT ou Claude ou Mistral ou Lighton et on se dise ah ben ça doit être vrai. Et ça, il faut y faire attention parce que ce n'est pas toujours vrai, comme vous le dites. Il y a des hallucinations, il y a des biais statistiques. Et donc ce qu'il faut, c'est construire ce rapport entre l'humain et l'IA et construire l'esprit critique. Et donc la formation, c'est pas unique, c'est de la formation professionnelle, mais c'est quasiment à la maternelle. Cette image, est-ce qu'elle est vraie ? Elle a été générée par de l'IA ou pas ? L'esprit critique, c'est très important. Merci beaucoup, Anne Bouvreau, coprésidente du comité interministériel dédié à l'intelligence artificielle générative. On vous réinvitera donc lors des prochaines annonces. Merci. On est au cœur de cette matinale spéciale IA.